va parler aussi de la population mondiale qui vote. Donc la plupart des gros enjeux électoraux de cette année, c'est maintenant. Parce que figurez-vous que la moitié de la population mondiale va voter. C'est pas dur. Déjà, il y a l'Inde qui vote. Donc déjà, ça pèse pour un bon 7/8e de la population mondiale. Et il y a l'Union Européenne, il y a les États-Unis, il y a la Russie. Voilà, on va faire toute la liste. On va pas faire toute la liste, on va faire une bonne partie de la liste. Une bonne partie de l'Afrique aussi qui vote. Il y a 11 pays africains, 10 pays africains, je ne sais plus. Du coup, l'année 2024 risque d'être une année importante en termes d'élections. Importante. Et on va d'ailleurs commencer par Taïwan. Alors c'est un article de Ouest France, hein. Voilà, bien sûr, abonnez-vous Ouest France, bien sûr, on le répétera jamais assez. Bien sûr, puisque si vous avez moins de 25 ans, avec le lien en description pour les gens qui sont sur YouTube, figurez-vous que vous avez un abonnement gratuit. Si vous avez plus de 25 ans, 2 mois sont offerts. Voilà, abonnez-vous. On va commencer par Taïwan. Alors Taïwan, c'est 23 millions de personnes, je pensais pas tant. 23 millions de Taïwanais qui se rendent aux urnes le 13 janvier, c'est dans 2 jours. Là, c'est dans 2 jours. J'en ai entendu parler un peu sur France Info. Donc, ils vont devoir élire la personne qui succédera à la présidente Tsai Ing-wen, hein, qui est en fonction depuis 2016, ainsi que les membres du Parlement, de nombreuses instances régionales, bref. Taïwan fait quand même, rappelons-le, face à un régime chinois qui affiche de plus en plus et plus clairement sa volonté d'en découdre pour récupérer l'île. C'est texto la phrase dans Ouest France. Donc l'île est autonome depuis 1949, elle est indépendante de fait. Enfin, si vous ne connaissez pas l'histoire de la Chine, c'est après la révolution de 1949 en Chine. Les opposants se sont fuis à Taïwan. Et Taïwan est devenu un pays indépendant de fait. Et pendant longtemps, Taïwan a revendiqué être le seul gouvernement légitime de toute la Chine. Et la Chine considère que Taïwan fait partie de ses territoires à récupérer, puisque ça fait partie du territoire de base de la Chine avant. Je rentre pas dans le détail, puisqu'à la base, Taïwan, c'est pas tout à fait une île qui parle chinois quand même. C'est une île d'où viennent les langues formosanes, ce qu'on appelait Formose avant cette île. Donc je rentrerai un peu dans le détail, c'est un peu compliqué. Qu'il en soit, Xi Jinping, je sais jamais trop comment le dire, lui il a dit que Taïwan c'était la Chine et qu'il était prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour réaliser la réunification. Donc c'est une élection très suivie, notamment en Chine, même si a priori il n'y a aucun candidat pro-Pékin en lice là, pour les élections à Taïwan. Mais c'est un scrutin important, c'est ce qu'estime Dominique Moisy, expert en relations internationales, hein, qui est conseiller à l'Institut Montaigne. Il dit qu'il faut observer qu'il n'y a pas de pro-Pékin parmi les candidats, mais malgré tout c'est un scrutin important, notamment pour la question de la politique internationale de la région et de la stabilité de la région. USA, le retour du duel Biden-Trump, entre un Biden qui clairement est un grabataire, qui a fait quand même quelques dingueries, en essayant de s'adresser à une personne décédée, ou en oubliant des choses tout à fait élémentaires. Visiblement, il lui faut plus une maison de retraite que la Maison Blanche, c'est plus la maison médicale qu'il lui faut. Mais en face, il y a Trump, qui lui est un cinglé de première aussi. Donc ça a l'air d'être un scrutin assez qui risque d'être vraiment très surveillé. Donc ce sera le 5 novembre, pour élire donc le président et le vice-président au scrutin indirect. Hein, vous connaissez le système américain. Tu peux avoir la majorité des voix, mais ne pas gagner l'élection. C'est comme Paris. Voilà, c'est comme la ville de Paris, ou la ville de Lyon, la ville de Marseille. Donc les candidats ne sont pas encore tout à fait connus, bien sûr. Il y a les primaires avant, blablabla, machin. Mais bon, ça a l'air d'être parti pour Biden. C'est Biden, il reste, il se représente. Trump, c'est quasiment sûr que c'est lui qui repart. Il est déjà en campagne à peu près, etc. Bon. Selon Dominique Moisy, toujours le même, il est évident que c'est a priori l'une des plus grandes dates de l'année 2024, puisque c'est un tournant qui permettra de relire les années précédentes. Si Trump perd, alors son premier mandat était une parenthèse populiste dans l'histoire américaine, nous dit-il. Si par contre il est réélu, c'est celui de Joe Biden qui est caduque et qui reste une parenthèse. Sachant que Donald Trump, là, il est passé en mode full fasciste. Je sais pas si vous avez regardé un peu le bonhomme, il est vraiment parti en mode full fasciste. Là, il a vraiment un discours encore plus autoritaire, il est clairement fascisant, bien sûr. Il est comparé même par certains experts internationaux sur la question internationale et sur la question américaine à Mussolini. Il souhaite concentrer les pouvoirs autour de sa personne, il veut vraiment noyauter toute l'administration, il s'en bat les couilles de l'équilibre des pouvoirs. Écoutez, à moins que Biden meure dans les 2 ou 3 semaines à venir, ça risque d'être lui de toute façon le candidat. Il est anti-état de droit, il est anti-tout, mais après il est aussi full roue libre là, full roue libre. Inspiré par l'Argentin, peut-être. En Inde, 945 millions d'Indiens qui vont voter en mai.
Voilà, c'est le pays le plus peuplé au monde, figurez-vous, devant la Chine maintenant. Donc les partis d'opposition accusent le Premier ministre Narendra Modi, en poste depuis 2014, de saper les institutions démocratiques, d'emprisonner et d'intimider les journalistes, d'utiliser les agences d'enquête de l'État pour cibler les opposants politiques. Terrible. Donc face à lui, il va avoir Rahul Gandhi, qui dirige le Parti du Congrès, qui était autrefois la force dominante du pays, maintenant affaiblie, qui tente de faire une grande coalition avec des partis d'opposition régionaux, disparates, etc. Mais le parti au pouvoir risque de rester le parti au pouvoir et rien ne risque de changer. Ce serait très surprenant que politiquement ça change dans ce pays. Voilà. Dans l'Union européenne, 400 millions d'électeurs nous sommes, donc 27 États membres, vous savez, qui sont appelés à voter. On va élire 720 eurodéputés. A priori, c'est l'extrême droite qui va être la grande gagnante. Voilà, je vous le dis, c'est pas qu'un scrutin qui se passe en France. En France, ça risque d'être déjà le cas. Mais c'est le cas en Italie, c'est le cas en Pologne, c'est le cas en Hongrie, c'est le cas dans l'Europe du Nord. Le parti des vrais Finlandais, qui a fait une très grande percée. De toute façon, c'est simple, regardez, je vais vous le mettre. Je vais vous mettre une... Comment dire ? Je vais vous mettre une carte. Ce sera encore plus évocateur. Je vais vous mettre une carte. Une carte Ouest France, évidemment, bien sûr. Une carte Ouest France. Ça, c'est une carte des forces politiques, voilà. Donc les partis politiques dits ultra-conservateurs affiliés au PPE, qui ne sont pas considérés comme n'étant, qui ne sont pas considérés ici comme d'extrême droite et qui du coup n'apparaissent pas, mais du coup tous les autres partis populistes, de droite identitaire, d'extrême droite, sont ici représentés en termes de pourcentage probable de gains, de gains en électeurs. Et on a une Europe du Nord très forte de ce côté-là. L'axe Pays-Bas-Italie, en passant par chez nous évidemment, est très fort. Bah non, je vais vérifier, mais je crois que le RN est au PPE, donc je crois qu'il ne compte pas. Non, en France c'est LR. Non, du coup oui, le RN est compté dedans. Donc nous, pour l'instant, on est sur 15 à 20% de poids électoral. On risque de passer à 25 ou 30 là. Je vous le dis, entre nous. On a aussi des élections en Russie, figurez-vous. Les Russes sont appelés à voter le 17 mars. Donc Vladimir Poutine a déjà annoncé être candidat pour un 5e mandat, puisqu'il a été président de 2000 à 2008. Puis après de 2008 à 2012, c'était Medvedev. Puis il a été en 2012. En 2020, il a fait la révision constitutionnelle pour être candidat encore en 2024 et 2030. Ce qui a l'air de faire de l'œil à Macron, ça aussi, de continuer. Et sa participation, donc voilà, à la prochaine élection ne faisait absolument aucun doute. Ce qui faisait un doute, c'est est-ce qu'il aurait des opposants ? Est-ce qu'ils vont réussir à trouver des gens à mettre en face ? Parce que là, a priori, aucun détracteur ne va être en mesure de se présenter au scrutin. Vous savez que Navalny est en prison. L'opposition n'existe plus ou quasiment pas, surtout que nous sommes dans un contexte de guerre. Bien sûr. Donc beaucoup ont dû partir, ont connu l'exil. Voilà, a priori, il va être réélu parce que l'élection va servir à rien. On a le Sénégal aussi. Donc le Sénégal fait partie des quelques dizaines de présidentielles prévues en Afrique dans l'année. Mais comme il y a eu beaucoup de coups d'État dans la région, 8 coups d'État en 3 ans, l'élection au Sénégal prévue le 25 février pourra connaître peut-être des tensions. Donc voilà. Au cours des derniers mois, apparemment, le Sénégal a été plombé par des violences de la répression et de la censure. Donc, on va voir ce que ça donne. Et en Iran, législative le 1er mars, donc 18 mois après la mort de Mahsa Amini, donc la mort d'une jeune kurde, vous savez, qui a été interpellée par la police des mœurs pour un voile mal ajusté, qui a fini par être tué, assassiné. Il y a eu plusieurs mois de manifestations massives. Il y a eu, vous savez, peut-être que vous l'avez vu en regardant le documentaire sur le mondial à Dubaï, au Qatar, pardon. L'équipe de foot iranienne avait refusé de chanter l'hymne national à cause de ça, blablabla. Donc il y a eu plusieurs centaines de morts, il y a eu des militarisations, etc. Et là, il y a des élections dans ce contexte. Donc tout ceci est à suivre, voilà, messieurs, dames, tout ceci est à suivre.